Bienvenue à l'AFRC fait son show, c'est la chaîne TV et podcast dédiée à l'expérience client. On y reçoit les dirigeants de la relation client et les experts qui se prêteront au jeu du buzz à questions et paroles d'experts. Bonjour Élodie Maréchaux. Bonjour Angélique. Et bienvenue sur le plateau de la saison 3 de l'AFRC fait son show. Tu es responsable expérience et solutions clients et utilisateurs chez Quizio et tu es venu nous parler du livre blanc sur l'impact de l'IA-Gen sur les métiers et les compétences pour lequel tu as accepté de nous partager vos meilleures pratiques et innovations chez Quizio. À tes côtés, nous avons le plaisir de recevoir également Camille Richard. Bonjour Camille. Bonjour Angélique. Tu travailles en tant que consultante et chef de projet de l'Observatoire chez De Boson Project, avec qui l'AFRC a choisi de s'associer pour construire cette nouvelle étude. Alors, Élodie, Quizio n'a pas hésité une seule seconde à participer à ce livre blanc. Pourquoi était-ce important pour toi? Et est-ce que tu es déjà utilisatrice d'IA ou d'IA-Gen? Alors oui, effectivement, Quizio n'a pas hésité à participer, tout simplement parce que ces sujets-là sont des sujets importants pour Quizio. C'est important pour nos clients donneurs d'ordre, parce qu'aujourd'hui, avec les enjeux de l'IA, il y a des sujets de refonte des parcours clients, d'innovation, de réduction des coûts qui sont importants pour eux. Donc c'est aussi notre rôle en tant que prestataire de pouvoir apporter des solutions à ce niveau-là. Mais c'est également important pour nous en interne, pour la montée en compétences de nos agents, parce qu'aujourd'hui, l'IA, c'est quand même quelque chose qui peut nous apporter beaucoup par rapport à ça, pour apporter du confort, pour apporter de la rapidité, pour apporter pas mal des réductions de temps de traitement aussi au niveau de nos agents lorsqu'ils gèrent un certain nombre d'interactions. Et d'une manière générale, l'IA, et plus spécifiquement l'IA générative, c'est des sujets sur lesquels il faut y aller. Enfin, c'est sujet d'enjeux stratégiques pour Quizio. Il ne faut pas louper le coche, donc il faut y aller. Et faut y aller de manière raisonnée, mais il faut y aller. Voilà. Merci beaucoup. Et Camille, est-ce que tu peux justement nous partager les grands enseignements de ce livre blanc? Alors, tout d'abord, pour construire ce livre blanc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rebondi sur le véritable buzz médiatique qui entoure l'IA ces derniers temps via plusieurs médias qui titrent en fait la disparition de l'emploi et donc le remplacement de l'homme par la machine. Et donc on s'est dit on va aller interroger différentes entreprises dont Quizio et différents experts qui se sont interrogés au sujet pour bien comprendre ce qu'il en était vraiment. Et une des conclusions à laquelle on arrive, c'est que finalement, au lieu de remplacer l'emploi, l'intelligence artificielle générative va plutôt en transformer les tâches. Alors comment se joue cette transformation ? Pour les différentes entreprises qu'on a rencontrées, on nous a fait une brève présentation de différents cas d'usage qui avaient commencé à être introduits en interne via différentes technologies. Et donc on a un premier exemple de cas d'usage qui est la facilitation d'accès à la base de connaissances pour les conseillers, qui génère une grande bascule sur le métier parce qu'en fait on est moins donc dans des profils de conseillers qui doivent tout connaître, donc un ensemble de procédures, d'informations, de ressources, que des profils de conseillers qui doivent plutôt savoir où trouver la connaissance. Et donc ce cas d'usage-là vient aussi optimiser la concentration qu'on peut avoir avec un client lors d'une interaction. Ensuite, un deuxième cas d'usage qui est assez intéressant, c'est cette intelligence artificielle générative qui vient résumer un échange d'une interaction cliente à la place du conseiller. Et donc le résumé s'affiche directement sur l'interface du conseiller. Et là, en fait, ça vient délester le conseiller d'une tâche simple, mais qui est parfois dite chronophage. Et en plus, en fait, ça intègre une nouvelle dimension pour le conseiller, puisqu'il doit dorénavant vérifier ce qu'a fait l'outil, ce qui ne faisait pas partie forcément de ses tâches quotidiennes. Et donc ensuite, on s'est dit, face à ces différents cas d'usage, nous, on veut chercher à comprendre quels en sont les impacts sur le quotidien du conseiller. Et donc pour ce faire, on s'est largement inspiré d'un diagramme qui a été fait par deux sociologues et économistes, Thomas Coutreau et Coralie Pérez, qui recense en fait 3 dimensions qui sont très importantes pour un travail qui fait sens. Et donc sur la première dimension, qui est l'utilité du travail, on voit que l'intelligence artificielle générative, elle va accentuer le sentiment d'utilité, puisque les conseillers et leurs tâches vont être davantage au service du client et donc davantage mobiliser la capacité émotionnelle, les relations, etc. Donc toute une
intelligence très relationnelle, très émotionnelle. Donc on voit que cette utilité du travail, elle est renforcée chez le conseiller. Ensuite, pour ce qui est des conditions de travail, ce qu'on pré-identifie, c'est un potentiel risque d'intensification et de complexification du travail. Potentiel. En fait, en évacuant certaines tâches simples, l'intelligence artificielle générative, elle va aussi venir évacuer des petits temps de pause, des micro-pauses qui étaient des moments un peu de respiration dans la journée du conseiller, puisqu'elle venait enlever du complexe et du compliqué. Là où demain, on va davantage avoir une journée, le conseiller va davantage avoir une journée qui est ponctuée par plus de gestion du complexe. Mais ce qui est intéressant, c'est que les entreprises qu'on a rencontrées ont déjà conscience de ce potentiel risque et donc mettent déjà en place des choses. Et puis ensuite, la dernière dimension d'un travail qui fait sens, donc la montée en compétences, tout ce qui a trait à l'évolution, l'apprentissage. Là, on voit que l'intelligence artificielle générative, elle va accélérer cet apprentissage-là. Et donc, en fait, il va y avoir beaucoup de montée en compétences sur des nouvelles dimensions du métier. Mais il y a quand même un recul à avoir là-dessus, puisqu'en fait, par exemple, sur cet outil qui vient générer des résumés, ça va moins être au conseiller de digérer l'information et donc il va moins y avoir une culture de l'effort rédactionnel et donc à terme, il pourrait y avoir des effets sur l'apprentissage. Donc aujourd'hui, il faut bien avoir en tête ces différents tenants et aboutissants sur cet impact-là et cette dimension-là du diagramme. Donc voilà un petit peu pour les premiers enseignements. Et alors, Élodie, justement, chez Quizio, est-ce que tu as des bonnes pratiques sur ces sujets à partager avec nous ? Oui, alors je pense qu'il faut y aller de manière cadencée et réfléchie, parce qu'effectivement, ça a des impacts quand même sur les collaborateurs, donc il ne faut pas le négliger. Dans la façon d'y aller, on est persuadé qu'il faut y aller déjà en collectant la data, en remettant à plat les parcours clients et les parcours utilisateurs. Et puis, donc la collecte de la data, une base de connaissances, comme en parlait Camille tout à l'heure, qui est importante et qui permet à l'IA générative de s'alimenter et d'être productive, parce que si on n'a pas ça, en fait, on va nulle part. D'aller identifier éventuellement, pour amener de la souplesse aussi aux agents, les éventuelles connexion entre les différents outils qui peuvent être nécessaires pour que l'IA puisse être alimentée correctement. Et derrière, ne pas négliger la conduite du changement. C'est-à-dire qu'à notre niveau, c'est la conduite du changement auprès de nos clients, mais c'est aussi la conduite du changement auprès de nos agents, de tenir compte du fait que peut-être que nos parcours de formation, ils vont changer aussi. Il va falloir intégrer toutes les nouvelles technologies, en fait. Et cet apprentissage-là est ce qui va du coup permettre une montée en compétences un peu plus accompagnée, un peu plus pertinente par rapport aux métiers qui changent. Et donc, il y a cette partie-là et il y a aussi une partie d'embarquer les équipes RH dans tout ce processus de changement des métiers pour voir à quel moment il est pertinent potentiellement de peut-être revoir l'adaptation des temps et des rythmes de travail par rapport à tous ces éléments-là. Et Camille, est-ce que tu as noté, toi, d'autres bonnes pratiques organisationnelles chez les entreprises qui ont été contactées dans le cadre de cette enquête ? Oui, on a recensé différentes bonnes pratiques qui consistent toutes à bien préparer ce binôme en fait humain et machine. Et donc on les a regroupées par 3 niveaux. Le premier niveau, c'est d'adresser le sujet de la gouvernance. En fait, c'est assez important parce que ça permet de poser un cadre via notamment la création de chartes IA ou la création de chartes éthiques. Ensuite, pour ce qui a trait à la gouvernance, on a aussi la création d'instances de réflexion, comme chez Club Med par exemple, qui viennent en fait permettre ce temps de recul et qui l'institutionnalisent. C'est assez important puisque l'intelligence artificielle générative, ça reste assez récent comme phénomène sur le marché du travail et donc il y a bien cette prise de recul et ce regard critique à adresser. Et puis dernière chose qui a trait à la gouvernance, c'est toute l'importance du dialogue social. À la fois dans son versant informel, et Élodie vous le disiez, l'importance d'associer les équipes et de dialoguer avec elles. Et puis dans son versant formel, donc travailler le sujet avec les syndicats qui ont toujours un très bon ancrage opérationnel, ce qui permet de prendre le pouls des équipes. Et puis deuxième niveau de bonne pratique, c'est sur la responsabilité employeur. Donc là, ce qu'on a observé, c'est des entreprises qui garantissent l'emploi, donc qui rassurent les conseillers sur le fait que demain, ils auront toujours besoin d'eux.
Et puis des entreprises qui garantissent aussi l'employabilité et donc qui s'engagent à faire évoluer les compétences, on en parlait, pour que les personnes soient toujours employables d'ici 2 à 5 ans et donc pour que leur métier puisse faire face aux évolutions technologiques de l'époque. Et puis enfin, dernier niveau de bonne pratique qui a trait à la conduite du changement, qui est très important puisque même si l'outil a une certaine excellence technologique et donc est très performant, s'il n'est pas adopté par les équipes, ça n'aura pas vraiment d'utilité. Et donc sur cette conduite du changement, ce qu'on a observé, c'est d'abord le fait de poser une intention associée à l'outil. Donc là, j'ai en tête cette phrase de « la tech pour la tech, ça n'a pas forcément d'utilité ». En fait, ce qu'il faut, c'est que l'introduction de l'intelligence artificielle générative réponde à un besoin, donc à un réel irritant. Et donc il faut partir du travail réel des équipes. Donc voilà pour l'intentionnalité. Et puis ensuite, deuxième niveau dans la conduite du changement, c'est la démystification. Donc tout ce travail qui peut passer par le fait de miser sur certains conseillers qui utilisent déjà les outils et donc de venir créer une véritable communauté d'ambassadeurs pour influencer les autres et les inspirer. Et puis passer par des programmes d'acculturation, donc par exemple des newsletters, des conférences, qui viennent un peu briser l'inconnu qu'il peut y avoir autour de la machine et donc lever les potentielles craintes et les potentielles résistances au changement et à terme favoriser l'acceptabilité. Et c'est un gros sujet pour les années à venir, effectivement. Oui. Élodie, qu'est-ce qui t'a personnellement, toi, étonnée à travers ce livre blanc ? C'était un exercice assez intéressant et ce que j'ai remarqué, c'est que finalement, peu importe le secteur dans lequel on travaille, toujours dans la relation client, mais le secteur d'activité, en fait, tout le monde se pose ces questions-là sur l'IA. C'est vraiment un sujet, voilà, on a tous des enjeux liés à l'IA, quel que soit notre secteur. Et en fait, c'est vraiment, je pense que le livre blanc va aussi amener des réponses, en fait, vraiment précises sur tout ça, parce que c'est vraiment des questions que tout le monde se pose et qui reviennent à chaque fois. Donc voilà, j'ai trouvé l'exercice très intéressant à ce niveau-là. Eh bien, pour conclure, merci à toutes les deux d'avoir été présentes à nos côtés pour l'AFRC fait son show. Merci aux bosons. Je me permets parce qu'on dit les bosons, et donc merci au Quizio d'avoir participé à ce livre blanc. Et puis voilà, il faut le télécharger, il faut le lire parce qu'effectivement, beaucoup de richesses partagées dans ce livre et voilà, beaucoup de bonnes pratiques, et vous trouverez donc, comme nous le disait Élodie, beaucoup de réponses à vos questions. Merci à toutes les deux. Merci.